La nouvelle est arrivée à Pine Fern par un après-midi gris. Elle fut apportée par un garçon sur un poney en sueur qui n'a même pas mis pied à terre. Le vieux duc est mort, a-t-il crié par-dessus le portail. Larchwood a un nouveau maître. Il rentre chez lui pour voir ses terres. Puis il est parti. Les sabots martelaient le chemin. Et Cecily Farbury est restée là, la main sur le fer froid, laissant les mots s'installer. Elle avait été en train de couper la dernière rue de la saison pour la faire sécher. Le panier pendait à son poignet. Ses doigts sentaient le verre et la mer. Et pendant un instant, elle ne bougea pas du tout. Un nouveau maître. Elle savait ce que cela signifiait. Cela signifiait un homme avec un beau manteau remontant ce même chemin. Un grand livre de contes sous le bras. Cela signifiait des questions sur le loyer. Un loyer qui n'avait pas été payé en totalité depuis 3 ans. Cela signifiait la cruauté polie et sans hâte des gens qui possédaient le sol que vous fouliez. Des gens qui ne l'avaient jamais parcouru eux-mêmes. Le vieux duc de Larchwood avait laissé les petites tenures à l'abandon. Il était fier et oisif. Il se contentait de laisser ses intendants pressurés là où il le pouvait, et d'oublier le reste. Pine Fern avait survécu, grâce à cet oubli. Une maison trop petite pour être remarquée. Tenue par une famille trop pauvre pour compter. Maintenue en vie par l'entêtement d'une femme. Et par un jardin qui nourrissait plus de bouches qu'il n'aurait dû. Maintenant, l'oubli était terminé. Cecily remonta le sentier avec son panier. Il passait entre les haies de buis que son père avait plantées. Elles avaient besoin d'être taillées. Tout avait besoin de quelque chose. La maison se tenait au bout du chemin, basse et honnête. Sa pierre avait la couleur d'une colombe mouillée. 2 de ses fenêtres à l'étage étaient fermées, car il n'y avait plus personne pour occuper ces pièces. À l'intérieur, sa tante leva les yeux de sa couture. « Tu as un visage comme une porte fermée, » dit Adélaïde. « Qu'y a-t-il? Le vieux duc est mort. » Adélaïde posa son aiguille. C'était une petite femme, soignée comme un roitelet. Elle avait les cheveux gris attachés serrés, et une façon de devenir très immobile quand elle avait peur. Elle avait peur en silence depuis longtemps maintenant. Et le nouveau vient voir ses terres. Cecily posa la rue sur la table. Alors il nous verra. Il verra les arriérés, le toit qui fuit, un foyer de femmes et d'un enfant. Il fera les comptes, et les comptes lui diront de se débarrasser de nous. Tu ne le sais pas. Je connais l'arithmétique. Adélaïde ne discuta pas, car on ne discute pas avec les chiffres, et elles le savaient toutes les deux. C'était le problème avec Cecily. Elle voyait la forme des choses trop clairement et trop tôt, et elle le disait à voix haute, avant que quiconque ait le réconfort de faire semblant. Du couloir vint le bruit léger et rapide de petits pieds, et Nell apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait une tache de craie sur la joue et une ardoise contre sa poitrine. « J'ai dessiné l'église », annonça l'enfant. « Toute l'église avec le clocher tordu. Tu l'as dessiné tordu exprès? Il est tordu. C'est vrai. » Cecily s'accroupit pour regarder. La chose dure dans sa poitrine se détendit un peu. Comme toujours quand Nell lui présentait quelque chose qui devait être regardé attentivement. « Tu as fait la porte trop grande. Une église de cette taille n'aurait jamais les moyens d'avoir une telle porte. J'aime la porte. Alors garde la porte. Une artiste peut mentir un peu, si elle le fait exprès. Et si elle connaît la vérité, qui se cache derrière. » Elle toucha la joue crayeuse de l'enfant. « Va te laver. Tu as la moitié de l'ardoise sur le visage. » Nell partit. Elle avait 7 ans. Elle était arrivée à Pine Fern à 4 ans. C'était quand la sœur de Cecily était morte de la même fièvre lente. Une fièvre qui avait emporté le père de l'enfant une saison plus tard. Il n'y avait eu aucune discussion sur le fait qu'elle resterait. Il y avait seulement eu le fait qu'elle était là, petite et abasourdie dans le hall froid. Cecily lui prenant la main. « Nous nous en sortirons », dit Adélaïde à la pièce plus qu'à sa nièce. C'était une chose qu'elle disait comme d'autres disent le Bénédicité. Nous disons toujours ça, et nous l'avons toujours fait. Cecily alla à la fenêtre. Le jardin s'étendait, gris-vert, sous un ciel couleur d'étain. Les parterres qu'elle avait faits de ses propres mains. La bordure de plantes médicinales et le rosier de cuisine. Et le poirier en espalier contre le mur sud qui donnait de meilleurs fruits chaque année. Elle avait dessiné chaque plante qui s'y trouvait. Elle avait un livre d'elle à l'étage. 3 livres maintenant. C'étaient des aquarelles soignées de feuilles, de racines, de fleurs, avec les noms écrits en dessous de sa petite écriture régulière. Les noms communs, les usages médicinaux, le mois de floraison. C'était la seule chose qu'elle faisait que personne ne pouvait qualifier d'inutile. Car les herboristes du village achetaient ces croquis pour reconnaître leurs herbes.
Et l'argent, aussi modeste soit-il, était de l'argent. Elle avait appris jeune que le monde ne voulait pas vraiment d'une femme à la langue acérée et sans fortune. Alors elle s'était rendue utile de la seule manière qui lui restait. Et elle avait rendu sa langue encore plus acérée, car une lame au moins garde les gens à une distance où ils ne peuvent pas vous blesser. « Il ne viendra pas aujourd'hui, » dit Adélaïde. « Non, mais quelqu'un est venu. » C'était presque le crépuscule quand le chien se mit à aboyer. Le vieil Épagneul qui dormait près du feu de la cuisine, et qui ne se réveillait que pour des étrangers. Cécilie l'entendit et posa sa plume. Elle était en train d'ancrer la coupe du jour, la rue. 3 brins disposés et à moitié dessinés. Elle sortit dans le soir bleu et froid. L'Épagneul la précédait. Et au portail, elle s'arrêta. Un homme se tenait de l'autre côté. Il était en haillons. C'était la première chose et toute la première impression. Son manteau avait été de bonne qualité autrefois, mais ne l'était plus. Il était usé au coude, gris de la poussière de la route. Une de ses bottes était fendue au bout, si bien qu'elle pouvait voir la forme de son pied à travers. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ses cheveux étaient sombres et trop longs, repoussés par une main qui les avait laissés en bataille. Il ne portait rien d'autre qu'un bâton et un baluchon pas plus gros qu'un pain. Il était grand. Il se tenait trop droit pour un mendiant. Et c'est cela, plus que les haillons, qui l'interpella et l'agaça. « La maison n'embauche pas d'hommes, dit-elle. Je n'ai pas demandé de travail. Vous le ferez. Ils le font toujours dans cet ordre. D'abord un verre d'eau, puis un morceau de pain, puis un coin sec de la grange, puis le salaire d'une journée que vous passez, appuyé sur la bêche de mon père. » Elle croisa les bras. « J'ai déjà vu toute la pièce. Vous pouvez m'épargner les actes intermédiaires. » Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Ce n'était pas tout à fait un sourire. Et cela la mit encore plus en colère, car un homme dans son état n'avait aucune raison de s'amuser de quoi que ce soit, et encore moins d'elle. « Vous avez une piètre opinion de la route, dit-il. J'en ai une opinion juste. Elle m'amène les fatigués et les malchanceux. De temps en temps un vaurien. Je ne peux pas toujours les distinguer avant qu'il ne soit trop tard, et qu'il manque une poule au poulailler. » Elle le toisa lentement, des cheveux en bataille à la botte fendue, et sa voix devint sèche comme du bois mort. « Et vous, qu'êtes-vous donc? Vous parlez comme un gentleman, et vous ressemblez à un épouvantail qui a quitté son piquet. C'est un costume, monsieur, pas un homme. Quelle moitié dois-je croire? » Il baissa les yeux sur lui-même, comme s'il remarquait ses haillons pour la première fois. Quand il releva la tête, son regard était très stable, froid comme de l'ardoise sous l'eau. Et il se posa sur elle avec une patience sans aucune aspérité. « Croyez la moitié qui a faim. C'est la moitié honnête, dit-il. Elles ont toutes faim. C'est le problème avec les moitiés. » Mais elle ne le renvoya pas. C'est la chose à laquelle elle repenserait plus tard, quand cela importerait plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Sa langue disait une chose et sa main en faisait une autre. Comme toujours. Adélaïde l'avait élevée, et tout le credo d'Adélaïde se résumait à une seule phrase. On ne refuse pas l'entrée à une créature affamée, quelle que soit son opinion sur ses manières. « Il y a du pain, » dit Cécilie, comme si cela lui coûtait. « Et il y a le fond de la grange, où le vent ne passe pas. Et il y a une règle. Vous êtes parti au matin. Et si ne serait-ce qu'une cuillère part avec vous, je mettrai toute la paroisse à vos trousses. Nous comprenons-nous bien? » Parfaitement. Il inclina la tête. La courtoisie de ce geste était si déplacée, si absurde au-dessus de la botte fendue, qu'elle faillit en rire et se détesta pour cela. « Vous êtes très généreuse pour une femme qui vient de me traiter d'épouvantail. Je ne suis pas généreuse, je suis entraînée. Il y a une différence et vous l'apprendrez si vous restez plus longtemps que vous n'êtes le bienvenu. » Elle ouvrit le portail de la largeur d'une épaule. « Entrez donc, avant que le chien ne décide pour nous deux. » Il entra. Il était plus grand que le portail ne le laissait deviner. Même réduit à des haillons, il se déplaçait comme un homme qui n'avait jamais eu à se faire petit de sa vie. Elle nota cela. Elle le classa avec les cheveux en bataille, le regard stable, la voix qui ne correspondait pas au manteau. Un costume, avait-elle dit. Elle avait plus raison qu'elle ne le pensait. Elle eut entièrement tort sur la partie qui était le mensonge. Elle le nourrit à la porte de la cuisine, pas à table, car il y avait des règles. Et les règles étaient la seule raison pour laquelle Pinefern tenait encore debout. Du pain, un morceau de fromage à pâte dure, une tasse de petite bière. Il mangea comme mangent les hommes fatigués, régulièrement, sans gaspillage, et il la remercia pour chaque chose par son nom, comme si elle avait préparé un festin. Adélaïde regardait depuis le foyer,
sa couture immobile sur ses genoux. Nell regardait depuis les escaliers. On lui avait dit 2 fois d'aller se coucher, mais elle ne l'avait pas fait. Son petit visage était pressé entre les barreaux. « Vous avez un public, » dit l'homme. « Vous êtes la chose la plus intéressante qui soit arrivée depuis le colporteur avec le veau à 2 têtes dans un bocal, » dit Cécilie. Et il faisait payer un sou. « Vous le donnez gratuitement. » Le veau était-il vrai? C'était une pâte de canard et beaucoup de cire. Mais l'homme y croyait, ce qui est tout l'art. Elle remplit sa tasse sans qu'on le lui demande et sans voulut. « D'où venez-vous? De l'Est ?» Il tourna la tasse dans ses mains. Ce n'étaient pas des mains de laboureur, et elle le vit aussi. Les ongles propres sous la saleté. Pas de cicatrices de corde, pas de cale de charrue aux bons endroits. J'avais un endroit, je l'ai perdu. Maintenant, je marche vers un autre. Quel endroit? Une grande maison, une pause, pesée et prudente. J'étais une sorte d'intendant. Je tenais les comptes, la terre, les hommes. Je le faisais bien. Je pense que cela ne m'a pas sauvé. Le vieux maître est mort. Le nouveau n'avait que faire de moi. Il leva les yeux. Vous connaîtrez cette histoire assez tôt. Je pense qu'elle circule. Cécilie s'immobilisa. Vous avez entendu parler de Larchwood, dit-elle. Toute la route a entendu parler de Larchwood. Un duc mort et un nouveau. Et chaque locataire d'ici à la côte passe des nuits blanches à faire de l'arithmétique. Sa bouche fit de nouveau cette chose, ce presque sourire. Mais ses yeux étaient graves maintenant. Vous le faisiez vous-même quand je suis arrivé au portail. Je pouvais le voir sur vous. Vous aviez l'air d'une femme qui additionne une colonne qui ne tombe pas juste. Elle aurait dû lui dire de s'occuper de sa propre route. Au lieu de cela, elle s'entendit dire d'un ton plat. 3 ans d'arriéré. Un toit qui a besoin de 200 ardoises. Un foyer de 2 femmes et un enfant. Un vieil homme dans le jardin qui aurait dû être à la retraite depuis une décennie. Et un chien trop doux pour garder un jambon. Elle étendit ses mains sur la table. Voilà ma colonne. Elle ne tombe pas juste. Elle ne tombe pas juste depuis longtemps. Et maintenant, un homme avec un grand livre vient la lire. Et vous pensez qu'il la lira de la pire des manières? Je pense qu'un duc lit une petite tenure défaillante comme on lit une allumette mouillée. Il ne se demande pas comment elle s'est mouillée. Il en prend une sèche. L'homme resta silencieux un moment. Le feu crépitait. Les yeux de Nell brillaient à travers les barreaux, grands et sans ciller. Et l'aiguille d'Adélaïde s'était complètement arrêtée. Peut-être, dit enfin l'homme. Ne sait-il pas encore quel genre de duc il veut être? Peut-être qu'il le découvre sur la route. Alors j'espère qu'il le découvrira vite, dit Cécilie, et avec bienveillance. Car il y a des gens qui dorment à l'étage qui ne peuvent pas se permettre de payer pour son éducation. Elle n'avait pas eu l'intention d'en dire autant. C'était sa manière d'être, sa constance, son absence d'aspérité. Cela lui arrachait les mots, comme un cataplasme tire une écharde. Et elle lui en voulait profondément. Et elle continua de parler malgré tout. Finalement, elle l'envoya à la grange avec une lanterne en corne. Et une couverture de rechange qui sentait la lavande et la poussière. Il s'arrêta sur le seuil et regarda la pièce basse et chaude. L'enfant dans les escaliers, la vieille femme près du feu. Les herbes suspendues séchant aux poutres. « Vous tenez une bonne maison, » dit-il. « Pour l'opinion d'un épouvantail, à prendre ou à laisser. Je la laisserai dans la grange avec vous, » dit Cécilie. Là où est sa place. Mais elle resta à la fenêtre après que la porte se fut refermée. Elle regarda la petite lumière de la lanterne traverser la cour sombre et se poser dans l'ouverture noire de la grange. Et elle pensa, contre toutes ses habitudes, que c'était une chose étrange, d'être vue en train de faire ses comptes par un homme à la botte fendue, et de si peu se soucier qu'il l'ait vue. Elle ne dormit pas bien. Elle se dit que c'était à cause des nouvelles du duc. Le matin, l'homme n'était pas parti. Il était dans la cour, en train de fendre le bois pour l'hiver. Cécilie sortit, son châle serré à la gorge, et s'arrêta sur le perron. Le tas de bûches fendues lui arrivait déjà aux genoux et continuait de grandir. Le vieux Marche, le jardinier, était appuyé contre le mur de la grange, observant. Sa pipe froide entre les dents. Il avait une expression que Cécilie n'avait pas vue depuis des années. Il lui fallut un moment pour la nommer. C'était de l'approbation. Il a de la force dans le bras, dit Marche, pour un intendant. L'homme se redressa, la hache lâche dans sa main, son souffle fumant dans le froid. Il s'était lavé à l'abreuvoir. Cela n'avait pas amélioré le manteau, mais ça avait fait quelque chose pour le visage. Et Cécilie fut agacée de constater que le visage nettoyé n'était pas celui d'un vaurien. C'était un visage dur, fatigué, bien dessiné, tout en plan et en yeux gris.
Le visage d'un homme qui avait donné des ordres toute sa vie, et qui s'était récemment retrouvé à court de personnes à qui en donner. « J'ai dit que vous seriez parti au matin, dit-elle. Vous avez dit que si une cuillère partait avec moi, vous mettriez la paroisse à mes trousses. » Il posa une autre bûche sur le billot. « Les cuillères sont toutes présentes. Je les ai comptées pour que vous n'ayez pas à le faire. Et une maison qui manque de tout ne manque pas de bois fendu tant que j'ai 2 mains. Considérez cela comme un loyer pour la grange. Je n'ai pas loué la grange. Alors considérez cela comme des remerciements. Vous trouverez cela plus difficile à refuser. » La hache tomba net et la bûche se fendit en 2. Elle resta là avec une douzaine de réponses cinglantes et n'en utilisa aucune. Ce qui était si peu son genre que Marsh retira la pipe de sa bouche pour la regarder. « Il y a du porridge, dit-elle finalement. À la porte de la cuisine, pas à table. Il y a des règles. Il y a toujours des règles, acquiesça l'homme. Vous êtes une grande adepte des règles. Pour une femme qui enfreint la plus importante d'entre elles dès qu'un étranger a l'air affamé. Ce n'est pas enfreindre une règle, c'est la règle. Elle se tourna pour rentrer, puis se retourna, car elle ne pouvait s'en empêcher. Son attitude digne l'attirait comme une dent douloureuse attire la langue. Vous avez un nom, je suppose, sous la cire et la patte de canard. Colt, dit-il. Colt comment? Juste Colt. Un intendant n'a pas besoin de 2 noms. Un seul suffit pour répondre. Alors vous pourrez y répondre à la porte de la cuisine. Juste Colt, avant que le porridge ne durcisse comme du plâtre. Elle entra. Derrière elle, la hache montait et descendait, régulière comme une horloge. Elle resta un instant hors de sa vue, le dos à la porte fermée, la main pressée à plat contre elle. Elle ne savait pas ce qu'était ce sentiment. Elle savait seulement qu'elle s'en méfiait profondément, comme elle se méfiait de tout ce qui arrivait sans payer au portail. Il ne partit pas le lendemain matin non plus. Au 3e jour, c'était devenu une chose que personne ne remarquait plus. Colt dormait dans la grange et mangeait à la porte de la cuisine. Et entre ces 2 points fixes, il devint l'homme dont Pinefern avait eu besoin pendant 10 ans, et qu'elle ne pouvait pas payer. Il répara le portail affaissé pour qu'il soit d'aplomb. Il draina l'eau qui stagnait dans le coin bas de la cour et noyait les pattes des volailles chaque hiver. Il grimpa sur le toit sans qu'on le lui demande, et il en redescendit en sachant à l'ardoise près à quel point c'était grave. « 240, dit-il à Cécilie. « Pas 200, et le fêtage est en train de lâcher. Encore un hiver rigoureux, et vous aurez les intempéries dans le débarras. Je sais que le débarras prend l'eau. Je le sais depuis 3 ans. Savoir n'a encore jamais réparé une ardoise. Non, mais connaître le vrai chiffre est le point de départ de toute réparation. On ne peut pas négocier pour ce qu'on n'a pas compté. » Il le dit simplement, sans ton professoral. Et elle comprit, avec un petit choc froid, qu'il avait raison, et qu'elle avait fait des comptes qui s'arrêtaient avant la pire ligne, parce que la pire ligne lui faisait peur. Elle ne le remercia pas. Elle alla regarder le plafond du débarras et compta les tâches. Et elle détesta qu'il y en ait plus que ce qu'elle s'était permis de voir. La chose étrange était Nell. L'enfant qui se méfiait des étrangers comme le font les petites proies, s'était attaché à Colt en moins d'1 semaine. Elle le suivait dans la cour avec son ardoise. Elle le dessinait fendant du bois, le dessinait sur le toit. Elle le dessina une 12aine de fois, de travers. Il supportait cela avec un sérieux que Cécilie n'avait pas attendu. Il arrêtait son travail pour examiner chaque dessin, comme si c'était un plan présenté à un conseil. « Tu ne m'as donné qu'une seule jambe, » dit-il une fois à l'enfant. « Tu te tenais sur l'autre. Je ne pouvais pas la voir. » Une réponse juste. Une artiste peut mentir un peu si elle le fait exprès. Il leva les yeux, Cécilie, à la fenêtre, réalisa qu'il la citait et détourna rapidement le regard. « Où avez-vous appris à parler à un enfant ?» lui demanda-t-elle ce soir-là à la porte, devant le porridge qui était devenu le souper et non plus seulement du pain. Quelque chose traversa son visage et fut dissimulé. « J'avais un frère, dit-il, plus jeune. Je ne lui parlais pas toujours bien. J'avais des raisons que je croyais bonnes, et elles ne l'étaient pas. Et il est mort avant que je puisse en trouver de meilleurs. » Il tourna la tasse. On apprend tard, la plupart du temps. C'est le seul moment où la leçon porte. Elle ne posa pas d'autres questions. Il y avait clairement une porte en lui. Et elle, plus que quiconque, savait qu'il ne fallait pas pousser la porte fermée de quelqu'un d'autre. Mais elle se coucha en pensant au jeune frère. Et à la phrase « avant que je puisse en trouver de meilleurs », elle se rendit compte qu'elle le croyait entièrement. Cela l'effraya, car elle ne croyait presque personne sur la foi d'une seule phrase. Les ennuis arrivèrent, comme toujours à Pinefern,
dans une belle voiture. Elle remonta le chemin le 10e jour, noire et brillante, avec un attelage de 2 chevaux assortis et un cocher en manteau à pèlerine. Cecily reconnut le blason sur la portière avant même qu'elle ne s'arrête. Tout le monde dans la paroisse le connaissait maintenant. C'était le blason de la veuve Cray. Roxana Cray avait enterré un mari riche 2 ans auparavant, et elle avait passé ce temps et cet argent à se transformer en une puissance. Elle avait racheté des reconnaissances de dettes et des hypothèques dans 3 paroisses, discrètement, comme une femme prudente achète des bijoux, un à la fois, en attendant que le besoin fasse baisser le prix. Elle était belle de la manière dure et brillante d'une chose bien entretenue, et elle souriait beaucoup. Son sourire était celui de quelqu'un qui compte. Elle ne descendit pas. Elle fit baisser sa vitre, et elle regarda Pinefern par-dessus le rebord, comme on regarde un cheval qu'on a l'intention de faire abattre. « Mademoiselle Farbury », le sourire. « Comme vous tenez bon, c'est tout à fait admirable à sa manière. Madame Cray, je ne vous retiendrai pas de vos travaux. » Un bref regard sur les doigts tachés de Cecily, le tablier, le panier. « Je viens seulement en amie, et en tant que détentrice. Depuis la Saint-Michel, vous n'avez peut-être pas entendu parler de certains petits papiers de votre défunt père. Le domaine de Larchwood trouvait fastidieux de les recouvrer. Je ne trouve pas le recouvrement fastidieux du tout. » La cour devint très silencieuse. Même la hache, quelque part derrière la grange, s'était arrêtée. « Vous avez acheté les arriérés, » dit Cecily. « J'ai acheté les arriérés, et l'hypothèque sur le pré de l'Est, et la reconnaissance de dette que votre père a signée l'année où la récolte a été mauvaise. Un joli petit paquet, 60 livres et quelques shillings, en tout. » La main gantée de Roxana reposait sur le rebord. « Je le mentionne seulement pour que nous nous comprenions, comme des amis devraient le faire. Le nouveau duc de Larchwood rentre ce mois-ci. Il voudra que ses terres soient en ordre. Une tenure en arriéré est une tâche sur un registre de loyer. Et un nouveau maître déteste une tâche plus que tout, car c'est la seule partie de son héritage qu'il n'a pas choisie. Il cherchera un moyen de s'en débarrasser élégamment. » Le sourire s'élargit. « Je peux être ce moyen, mademoiselle Farbury. Je peux retirer cette terre d'un registre problématique, sans que personne n'en souffre. Ce serait une gentillesse pour lui, et une miséricorde pour vous. Et je suis, quoi qu'on en dise, une femme qui aime être bonne. Vous voulez le pré de l'Est. Je veux le pré de l'Est, et l'eau qu'il contient, et la façade sur la route. Oui, et la maison, je n'en veux pas du tout. C'est pourquoi je suis généreuse au sujet de la maison. » Elle laissa cela infuser. « Vous, votre tante et la petite fille pourriez garder la maison. Et un lopin de terre de la taille d'un jardin en viager. Une petite rente même, en échange de la cession de la terre qui ennuie tout le monde. Vous seriez en sécurité. Vous n'auriez plus jamais à faire de compte. Pensez, mademoiselle Farbury, à ne plus jamais faire de compte. » C'était, comprit Cecily, une véritable tentation. Et c'était là toute la cruauté. Le piège était appâté avec la seule chose qu'elle désirait le plus. Cesser d'avoir peur. « Et si je ne signe pas ?» Le sourire de Roxana ne changea pas. « Alors les papiers restent ce qu'ils sont. Et le duc rentre chez lui. Et je n'ai rien d'autre à faire qu'à attendre et à être désolé pour vous. Ce que je serai. Attendre ne me coûte rien. C'est vous qui ne pouvez pas vous permettre d'attendre. » Elle tapota le rebord. « Avancez. » La voiture fit demi-tour dans la cour, trop grande pour l'espace, et elle redescendit le chemin. Cecily resta dans la poussière retombante, les ongles plantés dans ses paumes. Colt était à la porte de la grange. Il avait tout entendu. Elle le vit tout de suite, et elle vit quelque chose sur son visage qu'elle ne pouvait pas lire. Quelque chose de dur, d'immobile et de lointain. Un homme faisant ses propres comptes. « Vous n'auriez pas dû entendre ça, » dit-elle. « Non. » Il sortit lentement. « Mais je suis content de l'avoir fait. » Il regarda le chemin vide où la poussière flottait encore. « Cette femme, elle détient vos papiers. Depuis la Saint-Michel, je ne le savais même pas. Le domaine les a vendus pour se débarrasser de nous. » Un rire amer lui échappa. « Alors voilà votre duc Colt. Il ne prend même pas la peine de nous expulser lui-même. Il a vendu la corde et a laissé une étrangère faire le nœud. C'est le vieux duc qui l'a vendu, » dit Colt très bas. « Le vieux duc, il est mort. Ce n'était pas... » Il s'interrompit. Sa mâchoire se contracta. Le nouveau ne sait peut-être pas que cela a été fait. Et s'il le savait, qu'est-ce qu'une petite tenure pour un homme qui en a 40? Nous sommes une allumette mouillée, Colt. Je vous l'ai dit au début. Il en prendra une sèche et ne pensera plus jamais à nous. Elle frotta la poussière de ses yeux avec le dos de son poignet. Je suis fatiguée d'être intelligente à ce sujet.
L'intelligence nous a fait tenir 3 ans. Elle ne nous fera pas tenir 3 mois. Et je suis si fatigué d'additionner la colonne. Il ne dit rien pendant un moment, puis, doucement. Montrez-moi les papiers du père, tous, les anciens actes, les beaux, tout ce qui se trouve dans la boîte que vous n'ouvrez jamais. Pourquoi devrais-je vous montrer les papiers de mon père? Parce que je tenais des comptes pour gagner ma vie. Une femme comme ça n'achète pas 60 livres de dette par gentillesse. Il y a quelque chose à propos d'une hypothèque sur une terre avec de l'eau. Quelque chose qui vaut 10 fois le papier. Son regard tenait le sien, stable et sans hâte. Parce que vous additionnez la colonne seule depuis 3 ans et qu'elle ne tombe pas juste. Et je vous le dis, il y a peut-être une ligne que vous n'avez pas lue. Laissez-moi la lire. Quel est le coût? J'ai déjà vu le pire de votre maison. Je fends son bois et je compte ses ardoises. Laissez-moi compter cela aussi. Elle aurait dû refuser. C'était un intendant de la route avec un faux nom simple et une seule botte. Et elle le connaissait depuis 10 jours. Elle alla chercher la boîte. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La boîte était en chêne cerclée de fer, de la taille d'une Bible. Elle contenait la vie de son père en papier. Cécilie la posa sur la table de la cuisine et souleva le couvercle. L'odeur qui s'en dégagea était celle de son père. Vieille encre, cire d'abeille, le fantôme de la fumée de pipe. Pendant un instant, elle ne put y mettre la main. Colt ne la toucha pas. Il attendit, les mains à plat sur le bois, jusqu'à ce qu'elle sorte les papiers elle-même, une liasse à la fois, et les pose entre eux, à la lueur de la bougie. Il y avait les beaux, les pauvres, et tristes beaux, renouvelés et renouvelés. Il y avait les reconnaissances de dette, de l'année où la récolte avait été mauvaise, écrites de la main défaillante de son père. Il y avait des lettres, et au fond, enveloppées dans un tissu huilé et noué d'un ruban délavé qui avait été lu une fois, il y avait un acte. « Celui-là », dit Colt. Sa voix avait changé. « Ouvrez celui-là. » Elle défit le ruban. Le parchemin était lourd, le sceau intact. Un grand disque de cire sombre estampé d'un emblème qu'elle connaissait. Un cerf sous 3 étoiles. Colt regarda ce sceau un long moment, sans respirer. « Vous le connaissez » dit Cécilie. « C'est l'ancien sceau de Larchwood, le sceau du grand-père, pas du fils. Il n'est plus utilisé depuis 40 ans. » Il humecta ses lèvres. « Lisez-le-moi. Le latin, lentement. Je n'ai pas tout le latin de mon père. Alors lisez les mots que vous avez, et je trouverai le reste. » Elle lut. C'était une concession. Même son latin approximatif le lui disait. Les grands mots d'ouverture. Colt compléta ce sur quoi elle butait. Doucement, sans hésitation. Un homme qui avait lu une centaine de tels actes. À mesure que le sens devenait clair, la cuisine sembla devenir très silencieuse autour d'eux, le feu retenant son souffle. C'était une concession du pré de l'Est et de sa façade, du 3e duc de Larchwood à Thomas Farbury, gentleman, et à ses héritiers pour toujours. Pas un bail, pas pour une durée déterminée, en pleine propriété, librement et pour toujours, en considération de longs et fidèles services. Il nommait clairement une dette. Quel Thomas Farbury, au péril de sa propre vie lors de l'inondation du Grand Hiver, avait sauvé le fils unique du duc du déversoir brisé et l'avait ramené vivant à la maison. « Il a sauvé un enfant », murmura Cécilie. « Mon père a sauvé le vieux duc quand le vieux duc était un garçon. Et ils lui ont donné le pré pour cela, pour toujours, en pleine propriété. » Le doigt de Colt reposait sur les mots comme pour s'en assurer. « Ce n'est pas la terre du domaine. Ça ne l'a jamais été. C'est la propriété de votre famille, librement, depuis 40 ans. Aucun bail, aucune hypothèque, aucune reconnaissance de dette que votre père ait jamais signée pour le reste ne pouvait y toucher. Un homme ne peut pas hypothéquer en tant que locataire ce qu'il détient en pleine propriété. » Il leva les yeux, et il y avait quelque chose de brut sur son visage maintenant. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec 60 livres. Comprenez-vous ce que cela signifie? Les arriérés pour lesquels il vous harcèle ne concernent que la maison. Le pré, l'eau, la façade, le sol même que cette femme convoite n'a jamais été à eux pour vous le louer ou le vendre. Il est à vous. Il a toujours été à vous. Et quelqu'un à Larchwood le savait, a enterré cette connaissance, et vous a laissé être traité comme une locataire sur votre propre propriété pendant une génération. Cécilie s'assit lentement. Ses mains tremblaient, et elle les pressa à plat pour les arrêter. « Alors pourquoi, dit-elle, mon père n'a-t-il jamais rien dit?
Pourquoi a-t-il payé un loyer pendant 40 ans sur une terre qui était la sienne? Colt resta silencieux un moment. Parce qu'un homme pauvre ne se bat pas contre un duc pour une frontière, dit-il enfin, même quand la frontière est la sienne. Parce que l'amitié était réelle, peut-être, et qu'il ne voulait pas faire honte au garçon qu'il avait sauvé. Parce que les papiers étaient au fond d'une boîte et que les années passaient. Et les hommes qui les avaient signés sont morts. Et le fils qui a pris le titre après, il s'arrêta. Sa mâchoire était serrée. Le fils a trouvé pratique d'oublier. C'est facile à faire. Une concession non lue est une concession annulée si personne en vie ne la défend. Vous la défendez bien, dit Cécilie lentement, pour un intendant de la route. Il croisa son regard, et pendant un long souffle, elle se sentit au bord de quelque chose. Une vérité juste sous sa surface, patiente et profonde, et fermement contenue. Puis il baissa de nouveau les yeux sur l'acte. « J'ai lu des papiers pendant 20 ans, dit-il. On apprend à entendre quand une maison se ment à elle-même. Cette maison a menti à la vôtre. » Il posa sa main à côté de la sienne sur la table, sans la toucher, tout près. « Mademoiselle Farbury, cet acte vaut tout, et il ne vaut rien, les deux à la fois. Il vaut tout parce qu'il fait de vous la propriétaire de la terre même qu'elle veut et ne peut légalement avoir. Il ne vaut rien. Parce qu'une simple feuille de parchemin dans une cuisine n'est pas une preuve tant qu'elle n'est pas prouvée devant le bon homme, dans la bonne pièce, contre des gens qui jureront qu'elle est fausse. » Il tapota le seau. « Vous avez besoin de la borne. Un acte concède le prêt. Mais où finit le prêt? Les anciennes concessions étaient délimitées par une pierre marquée, gravée de la flèche et des initiales. Si cette pierre est toujours là où l'acte dit qu'elle se trouve, aucun tribunal ne peut nier la ligne. Si elle a disparu ou a été déplacée, ils vous enterreront sous les arguments. »« Il y a une pierre, » dit Cécilie. Il devint complètement silencieux. « Il y a une pierre, » répéta-t-elle, et quelque chose montait en elle maintenant qui n'était pas de la peur. Au coin du pré, dans le sol humide près des saules, couverte de mousse, on la prendrait pour un rocher. Je l'ai dessinée. J'ai dessiné ces orchidées une 12aine de fois, et la pierre derrière elle plus d'1 fois, parce que les orchidées des marais poussent drues à son pied, et je les dessine chaque mois de juin. Elle était déjà sur ses pieds. Je l'ai à l'étage, dans les livres. La pierre et la marque gravée dessus. Et les lettres doivent y être. Parce que je dessine ce qui est là, et non ce que j'attends. Mon père m'a appris ça. Dessine la chose elle-même. Elle porta la main à sa bouche. Je dessine la preuve depuis des années sans savoir que c'en était une. Colt la regarda, et lentement, pour la première fois depuis le portail, il sourit. Un vrai sourire. Cela changea entièrement son visage dur et fatigué. « Allez chercher les livres, dit-il. Mademoiselle Farbury, allez chercher les livres. » Ils étalèrent les carnets de croquis sur la table de la cuisine jusqu'à minuit. Il y en avait 3, reliés en toile, remplis d'un bord à l'autre de ces petites aquarelles précises. Colt tournait les pages aussi soigneusement qu'un homme manipulant des reliques. Cécilie regardait son visage et non les pages. Elle connaissait les pages. Son visage, elle l'apprenait encore. Il trouva la pierre au 4e mois de juin du 2e livre. Elle l'avait dessinée 3 fois sur 3 ans. La même masse grise s'élevant du sol humide, les orchidées à son pied, rendues pétale par pétale. Dans le dernier dessin, parce que la lumière cette année-là l'avait rasé juste comme il fallait, elle avait capturé les marques de gravure nettement. Une petite croix de maçon, au-dessus de 2 lettres, usées mais lisibles, un R et un G. R.G. Lute Colt. Pas la marque de Larchwood, une marque d'arpenteur. Thomas Farbury. Sa propre marque était un simple T. Pas ça. Non. Colt se rassit. R.G. est la marque de l'homme qui a posé la pierre lorsque la concession a été faite. Reuben Gable, l'arpenteur personnel du 3e duc, mort depuis 30 ans. J'ai vu sa main sur les plus anciens plans du domaine, cette même croix au-dessus des lettres. Il regarda de nouveau le dessin, et il y avait de l'émerveillement. Vous l'avez daté, chaque dessin, mois et années, de votre propre main, sous votre propre œil, 3 années distinctes. Savez-vous ce que c'est dans un tribunal? C'est un témoin. Pas un témoin engagé, pas un témoin acheté. Une femme sans aucune raison au monde de s'attendre à en avoir besoin un jour. Dessinant la même pierre au même endroit, année après année, par amour pour les orchidées à son pied. On ne peut pas falsifier ça. Personne en vie ne pourrait falsifier une décennie de regard honnête. Cécilie fixa ses propres dessins comme si elle les voyait pour la première fois.
Je pensais que c'était la chose inutile, dit-elle. La chose que je faisais que personne ne voulait. Que je faisais quand même parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Les fleurs. Je vendais un croquis ici et là pour un shilling, et je me disais que ce n'était pas tout à fait rien. Sa voix se brisa. Et c'était l'acte depuis le début. La chose que je faisais sans raison, par amour, était la chose qui pouvait sauver la maison. C'est généralement comme ça, dit Colt doucement. La chose que vous faites sans raison, par amour, est la chose qui sauve la maison. Les gens ne le remarquent que plus tard. Ils restèrent assis à la lueur de la bougie, l'acte et les dessins entre eux, la preuve complète. Cela aurait dû ressembler à un triomphe. Et c'était le cas. C'était aussi autre chose, quelque chose pour lequel Cécilie n'avait aucune pratique. Aucun mot tranchant à garder à la bonne distance. Il était venu à son portail, un épouvantail, et elle s'était moquée de lui. Maintenant, il était assis à sa table, lui ayant rendu toute sa vie sortie d'une boîte qu'elle avait peur d'ouvrir. Il ne demandait rien en retour. Le fait de ne rien demander était la chose la plus dangereuse chez lui jusqu'à présent. « Pourquoi m'aidez-vous » dit-elle. La vérité, Colt, pas la réponse de l'intendant. Il resta silencieux un long moment. La bougie vacilla. « Parce qu'un homme que j'ai servi vous a fait du tort » dit-il enfin. « Et j'étais dans la maison où cela a été fait, et je n'ai rien dit parce que ce n'était pas ma place. Et j'ai appris ce que coûte le silence. » Il la regarda. « Je ne peux pas réparer tout ce pourquoi je suis resté silencieux. Mais je peux réparer ça. Laissez-moi réparer ça. Ce n'est pas de la charité. C'est seulement une dette. Ce n'est pas votre dette, c'est la mienne. Et vous êtes celle à qui elle doit être payée. » Elle ne comprit pas tout ce qu'il disait. Elle en comprit assez pour savoir que c'était vrai, et qu'il y avait plus en dessous. Tout un pays englouti de plus. Et qu'il le lui dirait quand il le pourrait. Et pas avant. « Alors finissez-le, dit-elle. Quoi que ce soit que vous ayez commencé, finissez-le. C'est mon intention, dit Colt. Je n'ai jamais eu une intention plus ferme de ma vie. Après cela, les jours changèrent de temps. Rien ne fut dit. Cecily n'aurait pas su comment le dire, et Colt n'insista pas. Et pourtant, le foyer se reforma autour de deux. Comme la limaille de fer se tourne vers un aimant caché. Il travaillait, encore plus dur qu'aucun salaire n'aurait pu l'acheter. Mais maintenant, le soir, il était à table, et non à la porte. Personne ne l'avait décidé. C'était simplement devenu le cas. Adélaïde, versant son thé dans la tasse de tous les jours, ne disait rien du tout avec beaucoup de signification. Il apprit à Nell ses lettres avec les livres de plantes de Cécilie. Les noms communs, écrits sous chaque fleur. L'enfant qui pouvait à peine rester assise les apprit. Ils étaient attachés à des choses qu'elle avait vu Colt nommer dans le jardin. Il parcourait le pré avec Cécilie dans les matins vifs et lumineux, et la laissait lui raconter la terre, chaque drain, chaque source, chaque coin marécageux. Il écoutait comme personne ne l'avait écouté depuis la mort de son père, comme si son savoir valait la peine d'être eu. « Vous auriez fait une intendante » lui dit-il une fois à la borne. Tous deux regardant la flèche moussue, les orchidées maintenant montées en graines. « Une femme ne peut pas être intendante. Non, c'est bien dommage pour le monde, et pas de votre faute. » Il s'accroupit et dégagea un peu de mousse de la gravure avec son pouce. Doucement, comme on découvre quelque chose qu'on veut garder. « Vous connaissez cette terre mieux que n'importe quel homme que j'ai jamais payé pour la connaître. Vous savez ce qu'elle veut. Cette femme la veut pour l'eau, pour vendre l'eau chère au moulin en aval et laisser le pré se transformer en jonc et pourrir. Vous la voulez parce que c'est le pré. C'est toute la différence entre posséder une chose et se l'avoir due. » Il se leva. « Elle se battra. Vous comprenez? Quand elle apprendra que l'acte existe, elle ne se contentera pas de soupirer et de partir. Elle a passé 2 ans et beaucoup d'argent à acheter le besoin. Et le besoin est le seul commerce qu'elle ait. Elle dira que l'acte est un faux. Elle trouvera un avocat pour jurer que la pierre a été déplacée. Elle ira voir le duc. Qu'elle aille voir le duc. » Cécilie releva le menton, et l'ancienne vivacité était là. Mais sous la vivacité, il y avait maintenant quelque chose de plus stable. Quelque chose qui avait un acte et une pierre derrière. J'ai fini d'avoir peur du duc. J'ai eu peur de lui depuis que je suis une fille, de sa silhouette, du manteau et du grand livre. Et j'ai décidé que j'en avais fini. Qu'ils viennent tous. J'ai une pierre dans le sol avec le sauvetage de mon père gravé dessus. Et j'ai 12 ans de dessin honnête. Et je vous ai, vous, qui lisez leur latin mieux qu'ils ne le lisent eux-mêmes, qu'ils viennent à mon portail. Je les y attendrai.
Colt la regarda un long moment. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Du chagrin, de l'espoir et une sorte de peur qu'elle ne comprenait pas. C'était le regard d'un homme qui a allumé un feu qu'il n'est pas sûr de pouvoir contrôler. « Ils viendront à votre portail, dit-il. Ça, je peux vous le promettre. » Et il tourna de nouveau la flèche de la pierre moussue vers la lumière, comme pour la graver dans sa mémoire. Comme s'il pourrait bientôt avoir besoin de la décrire exactement dans un autre lieu, à des hommes qui ne voudraient pas croire. Le duc rentra chez lui un mardi. Ils le surent au village avant midi. Les grandes grilles de Larchwood avaient été ouvertes en grand. Les volets des fenêtres de devant avaient été retirés. Et il y avait des feux allumés dans des pièces qui étaient restées froides pendant 1 an. Un duc était rentré chez lui. Et tout le pays attendait, tendu et vigilant, pour voir quel genre d'homme était venu. Cécilie la prit de marche, qui le tenait du transporteur. Et elle eut froid, puis, étrangement, elle se sentit stable. Le grand livre était donc enfin là. Qu'il vienne. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Roxana Crale la prendrait aussi, et agirait la première. La voiture noire remonta le chemin le lendemain matin, à une heure indécente pour une visite. Et cette fois, la veuve descendit. Et elle ne vint pas seule. Derrière elle venait un homme étroit et gris, avec une mallette en cuir, un clerc d'avocat ou un agent foncier. Sowerby de son nom. Il avait l'air pincé et prudent d'un homme qui avait passé sa vie à faire la moitié peu recommandable des désirs des autres. Roxana ne sourit pas cette fois. Le sourire était un outil, et elle l'avait rangé. « Je serai brève, mademoiselle Farbury, pour notre bien à toutes les deux. » Elle se tenait au milieu de la cour, comme si elle en était déjà propriétaire. Le duc de Larchwood est rentré. D'ici 1 semaine, il réclamera ses loyers et ses registres. Quand il le fera, votre nom sera sur les arriérés, en rouge. Un nouveau maître avec la poussière d'1 an dans les yeux fera la chose rapide et propre. Effacez la tâche et remerciez celui qui propose de la prendre. Je suis ici pour être la première. J'ai apporté l'acte de cession, déjà rédigé. Vous me cédez le pré de l'Est aujourd'hui, ce matin, avant que les hommes du duc ne descendent ce chemin, et je réglerai les arriérés sur la maison entière, et vous garderez votre toit. Refusez, et j'irai directement à Larchwood, et je présenterai moi-même toute votre triste histoire à sa grâce. Et je vous promets que la version qu'il entendra ne sera pas tendre. Sowerby ouvrit la mallette et en sortit un papier épais de clauses. « Je ne signerai pas, dit Cécilie. Vous ne l'avez pas lu. Je n'ai pas besoin de le lire. Je sais ce qu'il prend. Il prend le prêt. » Elle croisa les bras. « Et le prêt n'est pas à vous pour être donné, Madame Cray, ni à moi pour le donner, parce qu'il n'a jamais été tenu par aucun bail. C'est une propriété franche des Farbury, concédée en pleine propriété par le 3e duc de Larchwood lui-même, il y a 40 ans, pour une dette d'honneur. J'ai l'acte sous son propre sceau. J'ai la borne dans le sol pour prouver la ligne. Vos reconnaissances de dette sont valables contre la maison. Elles ne valent rien contre le prêt, car l'hypothèque que vous avez achetée a été écrite sur un bail que le domaine n'avait pas le droit d'accorder. On ne peut pas louer la terre qu'un autre homme détient en pleine propriété. Vous avez acheté une créance sur une terre que je possède de plein droit, et aucun tribunal du pays ne vous la donnera. » Pendant un instant, le visage de la veuve fut nu, et ce qu'il y avait en dessous n'était pas de la colère, mais du calcul. Le calcul rapide et froid d'un joueur qui vient d'entendre une mauvaise carte tomber. Puis la colère vint. « Un acte, dit-elle comme une malédiction. Un acte commode, produit par une vieille fille en faillite, la semaine même où un nouveau duc vient la presser. 40 ans enterré, et maintenant, ce matin, il sort. Prenez-vous un tribunal pour des imbéciles? Un seau de cire et la parole d'une fille. Sowerby, cela vous fait-il peur? Pas du tout, madame, dit Sowerby d'une voix comme un tiroir qui se ferme. Non, moi non plus. Les yeux de Roxana balayèrent la cour, cherchant le point faible dans la ligne de Cécilie, et ils trouvèrent Colt. Il était venu à la porte de la grange au son de la voiture, et il se tenait là maintenant, toujours dans sa botte fendue et son manteau en ruine, ne disant rien, observant. Et la bouche de la veuve se tordit. « Et qui est-ce » dit-elle. « Vous hébergez un vagabond, mademoiselle Farbury. Bien sûr que vous le faites. Une femme qui fabrique de faux actes hébergerait un homme de la route. Est-ce votre témoin? Est-ce le grand soutien de la revendication Farbury? Un épouvantail dans une botte cassée. » Elle rit, et le rire était laid. Elle fit un pas vers Colt et le toisa de haut en bas comme on évalue une rosse. « Dehors, l'ami. Quoi qu'elle vous paye en porridge,
Je vous paierai en argent pour que vous partiez avant que cela ne devienne une affaire pour les hommes du duc. Allez, j'ai fait fouetter des rustres à ma propre porte pour s'être tenu comme vous vous tenez. Ne pensez pas que la route vous mette à l'abri d'un coup de fouet. Colt ne bougea pas. Il la regarda avec la froide constance que Cécilie connaissait maintenant comme sa propre main, et il dit très doucement, « Vous avez fait fouetter des hommes à votre porte, quand ils le méritaient, pour avoir été pauvres à la mauvaise heure. » Il sortit d'un pas de l'ombre de la grange dans la lumière crue du matin. « J'ai été à de nombreuses portes ce dernier mois, madame, y compris la vôtre, bien que vous ne m'ayez pas vu à cause du manteau. C'est une étrange école, la route. On apprend très vite qui est bon quand il n'y a rien à y gagner, et qui n'est bon que vers le haut, envers le manteau et le blason, et froid comme une pierre envers la botte. Sa voix ne s'éleva jamais. Elle n'en avait pas besoin. Vous m'auriez fait fouetter il y a 1 heure. Cette femme que vous traitez de faussaire m'a nourri à sa porte et m'a donné un coin sec, et n'a jamais demandé ce que je pouvais faire pour elle avant de me demander si j'avais faim. J'ai fait une étude des portes, Madame Cray. La sienne est la seule honnête dans 3 paroisses. La veuve le fixa, et la chose la plus étrange apparut sur son visage, une lueur de malaise. Il y avait quelque chose dans la voix du vagabond qui ne correspondait pas au vagabond. Une certaine habitude du commandement que les haillons ne pouvaient pas tout à fait cacher. Et dans ce silence, des chevaux remontèrent le chemin. Pas 1, 4, 5, bien montés. Un palefrenier en livrée de Larchwood en tête. Et derrière lui, un homme plus âgé dans un bon manteau sobre, aux favoris gris, avec l'air anxieux et harcelé d'un serviteur qui a perdu quelque chose qu'il était chargé de garder. Ils entrèrent dans la cour et s'arrêtèrent. Les yeux de l'homme plus âgé parcoururent l'assemblée, sur Roxana, sur Cécilie. Ils trouvèrent l'homme en haillons à la porte de la grange et tout son visage changea. Il fut à bas de son cheval, avant même qu'il ne se soit complètement arrêté. « Votre grâce !» La voix du vieil homme se brisa. Il s'avança et s'inclina profondément. La révérence de 40 ans de service, son chapeau à la main. « Votre grâce, Dieu merci, nous vous avons cherché pendant 15 jours. Quand vous avez quitté la côte à pied, nous avons craint. Toute la maison est à moitié folle. Je vous en prie, monsieur. Êtes-vous blessé? Avez-vous été... » Il vit le manteau, la botte, le visage non rasé, et quelque chose comme du chagrin le traversa. « Votre grâce. Pourquoi ?» La cour était devenue complètement silencieuse. Même le vent semblait s'être arrêté dans les haies de buis. Cecily entendit les mots et, pendant un instant, ne leur laissa aucune signification. « Votre grâce. » Elle regarda Colt. Il ne regardait qu'elle, et son visage n'était pas celui d'un homme découvert dans un triomphe. C'était le visage d'un homme regardant quelque chose se briser. Quelque chose qu'il savait qu'il brisait et qu'il n'avait pas pu arrêter. « Pas blessé, Dunmore, » dit-il doucement au vieil homme sans quitter Cécilie des yeux. « Pas blessé du tout. Mieux que je ne l'ai été depuis 1 an. Donnez-moi un moment. Il y a une chose ici que je dois finir avant d'être à nouveau le duc. Dunmore, votre grâce. Le duc de Larchwood, l'épouvantail à sa porte. L'intendant de la route. L'homme qui avait fendu son bois. Compté ses ardoises. Lu l'acte de son père. L'homme qui lui avait dit à la borne, les orchidées à ses pieds, « Ils viendront à votre portail. » Ça, je peux vous le promettre. Il était le duc. Il était le duc en personne. Le fils que le vieux duc avait laissé le titre. Le maître du domaine, qui avait fait du tort à son père, vendu ses papiers, l'avait laissé être pourchassé comme une locataire sur sa propre propriété. Il était venu à sa porte en haillons, et elle s'était moquée de lui, l'avait traité d'épouvantail tombé de son piquet, lui avait raconté toutes ses peurs et tous ses contes qui ne tombaient pas juste, et il l'avait laissé faire. Il s'était assis à sa table et avait mangé son pain à la porte. Elle avait regardé s'humilier devant un duc, et le duc c'était lui, Cécilie. Il s'approcha d'elle et il n'avait jamais utilisé son nom auparavant. Et c'était la chose la plus fausse jusqu'à présent qu'il l'utilise maintenant. « Laissez-moi, ne le faites pas. » Sa voix sortit très basse et très égale. C'est ainsi qu'elle sut à quel point elle était blessée. Quand Cécilie Farbury était seulement en colère, elle était bruyante. Quand elle était blessée jusqu'à l'os, elle devenait silencieuse comme du verre. « N'utilisez pas mon nom. Vous n'avez pas mérité mon nom. Vous n'avez rien mérité ici, sauf un bon long regard sur tout ce que vous n'aviez pas le droit de voir. Je sais comment ça paraît. Vous ne savez pas comment ça paraît. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez jamais de votre vie été là où je suis. » Elle tremblait de nouveau.
Et cette fois, elle ne le réprima pas. Elle le laissa voir, que le duc voit exactement ce que sa petite école de la route avait coûté. Je vous ai nourri. J'ai ri de ma propre maison pour que vous n'en ayez pas pitié. J'ai ouvert la boîte de mon père pour vous. La boîte que je ne pouvais pas ouvrir de chagrin, parce que vous me l'aviez demandé. Et j'avais commencé, Dieu m'aide, à vous faire confiance. Et vous étiez lui. Vous étiez le grand livre. Vous étiez le manteau et le blason tout le temps, jouant au haillon, me jaugeant comme cette femme jauge une rosse. Sa voix se brisa enfin. Comment avez-vous osé? Comment avez-vous osé venir à ma porte et me laisser être bonne avec vous, comme si c'était sans danger? La bonté est la seule chose que je possède de plein droit, votre grâce. Et vous êtes venu déguisé pour jeter un œil à la façon dont je la dépense. Ce n'est pas... Il s'arrêta. Sa mâchoire se contracta. Quelle que soit sa défense, il ne pouvait se résoudre à la dire, et il ne la dit pas. Vous avez raison, dit-il à la place. Vous avez raison sur chaque mot. Je suis venu sur mes terres en secret parce que je ne faisais pas confiance à ce que les hommes montreraient à un duc. J'avais l'intention de tout regarder, le bon et le mauvais, et de rentrer chez moi plus sage. Je n'avais pas l'intention de venir à votre porte. Je n'avais l'intention de rien de ce qui a suivi. Et je ne regretterai pas une heure de tout cela. Et je sais que je n'ai aucun droit de le dire, et je le dis quand même. Parce que c'est la seule chose vraie qu'il me reste à vous donner. Gardez-la, dit Cécilie. Ramenez-la à Larchwood avec le reste de ce qui est à vous. Dunmore? Elle se tourna vers le vieux serviteur qui se tenait là, frappé et confus. Votre maître a fini ici. Ramenez-le à la maison. Cécilie, Mademoiselle Farbury. Elle releva le menton, et ses yeux étaient brillants et secs de force. Vous m'appellerez Mademoiselle Farbury. Vous quitterez ma propriété, dont vous savez maintenant aussi bien que moi qu'elle est mienne. Vous enverrez vos hommes et vos papiers et vos excuses par un avocat comme n'importe quel autre duc. Et vous ne reviendrez plus à cette porte. Vous avez eu votre aperçu. J'espère que la promenade en valait la peine. Il resta un moment de plus, et toute la cour se figea autour de lui. Les palefreniers en livré le fixant, la veuve oubliée. Nell, le visage blanc dans l'embrasure de la porte, son ardoise serrée contre sa poitrine. Cécilie pensa qu'elle n'avait jamais de sa vie vu un homme ressembler autant à quelqu'un qui avait porté le seul coup qu'il passerait le reste de ses années à regretter. Puis il s'inclina devant elle. Pas la petite inclination de tête qu'il avait faite au portail le premier soir. Une révérence complète, profonde. La révérence que le vieil homme lui avait faite. La révérence d'un serviteur à celle qu'il sert. Et il n'y avait rien du duc là-dedans. « Mademoiselle Farbury, dit-il, et il se tourna et laissa Dunmore lui amener un cheval. Il sortit de la cour où il était entré 15 jours plus tôt et ne regarda pas en arrière. Elle lui avait dit de ne pas le faire. C'était la première chose qu'elle lui avait jamais demandé qu'il pouvait faire. Roxana Crale resta un moment dans la cour vidée, son acte de cession inutile dans la main de Sowerby. Elle était venue presser une vieille fille en faillite et avait vu un duc s'incliner devant elle à la place. Elle remonta dans sa voiture sans un autre mot, et le sourire, quand elle le retrouva, était mince. La maison fut très calme pendant 3 jours. Nell ne tenait pas en place. Elle demanda Colt au petit déjeuner, au dîner, à l'heure où il fendait le bois. Cécilie lui répondit sèchement le premier jour, et doucement le second. Le troisième, elle ne put plus répondre du tout, et dut sortir dans le pré pour être seule avec ça. « Il allait m'apprendre le mot pour l'orchidée », dit Nell à Adélaïde, de la petite voix d'un enfant qui a perdu une chose dont il ne peut nommer la taille. Il a dit que c'était un mot long, et que je pourrais l'apprendre si j'étais patiente. Il y aura d'autres mots longs, lui dit Adélaïde. Pas de lui. Et Adélaïde, qui ne mentait pas aux enfants, ne répondit rien à cela. Le 4e soir, elle trouva Cécilie dans l'herboristerie, broyant au pilon, avec une violence que la racine séchée ne nécessitait pas. Elle s'assit sur le tabouret, près de la porte, et attendit. Elle avait élevé la jeune fille, et savait qu'une porte fermée s'ouvre de l'intérieur, ou pas du tout. « Dis-le, dit enfin Cécilie, sans s'arrêter. Quoi que ce soit que tu n'as pas dit depuis 4 jours, dis-le et finissons-en. Tu es en colère. J'ai le droit d'être en colère. Entièrement. » Adélaïde croisa les mains. « Il t'a trompé. Il t'a laissé lui montrer ta plus grande peur comme si c'était sans danger. Et ce n'était pas sans danger, parce qu'il était l'homme même que tu craignais. Tu as tout à fait le droit d'être en colère, et je t'estimerais moins si tu n'en ressentais aucune. » Elle fit une pause.
Je me demande seulement si tu es en colère contre la bonne chose. Le pilon s'arrêta. C'est-à-dire que j'ai observé cet homme pendant 15 jours, Cécilie, comme toi, bien que tu ne me remercieras pas de l'avoir observé plus gentiment. La voix d'Adélaïde était calme et égale. Un homme peut vous tromper et être quand même vrai si la tromperie est dans le manteau et la vérité dans les mains. Il est venu ici dans un mensonge, oui, mais tout ce qu'il a fait à l'intérieur du mensonge était honnête. Il a fendu le bois parce qu'il fallait le fendre. Il a compté les ardoises parce que tu avais peur de le faire. Il a lu l'acte de ton père, t'a rendu ta propre maison, n'a rien demandé, rien du tout. Puis il s'est tenu dans la cour devant une femme qui aurait pu le ruiner. Il lui a dit clairement que la tienne était la seule porte honnête dans 3 paroisses. La chose sûre, la chose ducale, aurait été de ne rien dire et de laisser la veuve fouetter un étranger. Elle laissa cela infuser. C'est beaucoup de vérité à l'intérieur d'un seul mensonge. J'ai connu des hommes dont tout le manteau était honnête et dont chaque main était fausse. Je préférerais avoir son genre à ma porte. C'est un duc, Adélaïde. La voix de Cécilie était basse et rauque. Tu n'as pas entendu la façon dont elle lui a parlé. La veuve, l'évaluant comme une rosse. Tu ne l'as pas vu s'en moquer. Il savait. Il savait tout le temps qu'il pouvait remettre le manteau et qu'elle serait à genoux. C'était un jeu pour lui. Une école, a-t-il appelé ça. Ma peur était son école. Était-ce un jeu quand il t'a parlé de son frère? Cécilie ne dit rien. Était-ce un jeu, continua doucement Adélaïde, quand il s'est accroupi dans l'humidité à la borne et a dégagé la mousse avec son pouce comme si c'était une chose qu'il aimait? Je l'ai vu le faire. Tu m'as dit qu'un homme qui joue un jeu ne s'occupe pas d'une pierre. Elle se leva et posa une main sur l'épaule rigide de sa nièce. Je ne te dis pas de lui pardonner. Le pardon t'appartient. Je te dis seulement ceci parce que tu es la fille de ma sœur et que je t'aime. Tu as passé toute ta vie à garder les gens à distance d'une lame pour qu'ils ne puissent pas te couper. Cela t'a gardé en sécurité. Cela t'a gardé seul. Il est passé sous la lame. C'est pourquoi ça fait si mal. Tu ne l'as pas laissé entrer. Il est entré. Et une partie de toi, la partie qui broie cette pauvre racine en poudre, n'est pas en colère qu'il ait menti. Elle est en colère que lorsque le mensonge est tombé, tu as découvert que tu ne voulais pas qu'il parte. Elle sortit et laissa la porte ouverte derrière elle, ce qui était sa manière. Et Cécilie resta longtemps devant le pilon, sans broyer du tout. L'avocat vint le 6e jour, pas le duc. Un avocat, comme elle l'avait exigé, grave et correct, dans une voiture noire avec les armoiries de Larchwood sur la porte. Il demanda Mademoiselle Farbury et fut conduit, sur son insistance, à la table de la cuisine, et non au salon. Elle ne recevrait aucun homme de Larchwood, là où elle s'était ridiculisée une fois pour un. Il étala des papiers. Cécilie se prépara au combat dont Colt l'avait averti. L'acte qualifié de faux. La pierre jurée déplacée. Le lent voyage d'une femme pauvre. Cela ne vint pas. Sa grâce m'a chargé, dit l'avocat, de reconnaître au nom du domaine, et sans réserve, la concession du pré de l'Est et de sa façade à feu, M. Thomas Farbury, et à ses héritiers, en pleine propriété, sous le sceau du 3e duc. Sa grâce a fait rechercher les plus anciens plans du domaine et la marque de l'arpenteur sur la borne, RJ, est confirmée à 3 endroits. Il n'y a aucun litige. Il n'y a jamais eu de motif de litige. Les archives du domaine se sont avérées avoir porté le pré, comme bail par erreur, pendant ces 40 ans. Et sa grâce a ordonné que l'erreur soit rayée, et que la pleine propriété soit inscrite à votre nom correctement ce jour. Cécilie resta très immobile. Il y a plus, dit l'avocat, et ici pour la première fois quelque chose d'humain traversa son visage correct. Sa grâce a ordonné que tous les loyers payés par votre famille sur ce prêt, pour les 40 années où il a été détenu à tort comme bail, soient calculés et vous soient remboursés avec intérêt. C'est de l'argent pris qui n'a jamais été dû. La somme n'est pas petite. Elle est suffisante pour refaire votre toit 2 fois et régler chaque reconnaissance de dette que Madame Cray détient contre la maison, et laisser une part de côté. Sa grâce a été très précis. Il a dit que ce n'était pas un cadeau. Il a dit que c'était une dette impayée depuis longtemps. Je devais utiliser ce mot et aucun autre. Et si vous le refusiez comme une charité, je devais vous rappeler qu'un homme ne peut pas vous faire cadeau de votre propre argent retenu trop longtemps. Il a dit que vous comprendriez la différence. Il a dit que vous le lui aviez appris vous-même à une porte de cuisine la première nuit, devant un porridge. La cuisine était très silencieuse.
Adélaïde, près du feu, avait arrêté son aiguille. Et les arriérés sur la maison, réussit à dire Cécilie. Les reconnaissances de dettes que la veuve a achetées. Madame Cray, dit l'avocat, a été invitée à apporter ses reconnaissances de dettes à Larchwood et à être payée leur valeur nominale en totalité immédiatement sur les fonds propres du domaine. Elle ne perdra rien, sauf la chose pour laquelle elle était venue, c'est-à-dire vous. Sa grâce a été claire sur le fait qu'elle devait être payée équitablement et rapidement et non ruinée. Car il a dit, l'avocat ne consulta aucun papier, se souvenant. Il a dit qu'un duc qui ruine les désespérés pour plaire à la femme à qui il a fait du tort n'a rien appris sur la route. Cécilie pressa sa main contre sa bouche. Chaque détail était exactement juste. Pas le manteau et le blason venant surpayer une dette en argent pour se sentir propre. La dette nommée une dette. Son propre argent retenu, rendu. La veuve payée et non brisée. La preuve recherchée dans ses propres archives pour qu'aucun tribunal ne soit jamais nécessaire. Et qu'aucune femme ne soit plus jamais obligée de se tenir dans une cour et de défendre l'acte de son père contre un ricanement. Il avait utilisé tout le poids du manteau qu'elle méprisait. Et il l'avait utilisé jusqu'à la dernière once pour la laisser libre de lui, ne lui devant rien, n'ayant besoin de lui pour rien. Il lui avait donné la seule chose qu'elle n'avait jamais eue, la sécurité sans prix, et il s'était arrangé pour qu'elle puisse la prendre. Et, si elle le choisissait, ne plus jamais le revoir. Dites à sa grâce, dit-elle, et dut s'arrêter et recommencer. Dites à sa grâce que la somme est acceptée comme une dette. Dans ces mots, elle regarda l'avocat. Et ne lui dites rien d'autre. Pas que j'ai demandé de ses nouvelles, pas que je ne l'ai pas fait. Il est très doué pour lire ce qui se cache sous les choses. Laissez-le lire le silence et en faire ce qu'il peut. L'avocat, qui n'était peut-être pas aussi correct qu'il en avait l'air, inclina la tête. « Je pense, madame, dit-il, que sa grâce est devenue très habile à lire le silence ce dernier mois. Je ne pense pas que cela le réconfortera, mais il le lira avec justesse. » Elle a pris le reste de Dunmore. Le vieux serviteur vint seul, à pied, sans livret, une semaine plus tard. Il demanda au portail à dire un mot. Cecily, qui avait juré de n'admettre aucun homme de Larchwood, l'admit. Il était vieux, et avait marché loin, et il y avait des règles. Et les règles étaient la seule raison pour laquelle la maison tenait encore debout. Il ne voulut pas s'asseoir. Il se tint dans la cuisine, tournant son chapeau. Il dit ce qu'il était venu dire simplement. Il avait servi une famille pendant 40 ans, et ne pouvait supporter de voir cela se terminer par un silence construit sur une demi-vérité. Vous devriez savoir pourquoi il est venu à votre porte, mademoiselle. Pas sur toute la route, à la vôtre. Il regarda son chapeau. Le duc, mon duc. Le jeune, maître Bénédicte, comme je l'ai connu, avant même que le titre ne lui tombe dessus. Il n'a pas parcouru ces terres en haillons pour le plaisir, quoi qu'ait dit la veuve. Il les a parcourus parce qu'il ne pouvait cesser de penser à une dette. Quand son père est mort, sa grâce a examiné les vieux papiers comme on le fait, et il a trouvé une chose que son père avait enterrée. Une concession d'un prêt 40 ans plus tôt à un monsieur Farbury, gentleman, et une note de la propre main de son père à côté. Que la concession devait être discrètement laissée se transformer en bail, car la terre était trop bonne pour être donnée, et l'homme trop pauvre pour se battre. La voix de Dunmore était basse. Sa grâce a lu cela, puis il a lu la raison pour laquelle la concession avait été faite. Que Thomas Farbury était allé dans les eaux de l'inondation du grand hiver et avait sorti le fils du 3e duc du déversoir brisé, vivant. Et ce fils, mademoiselle, le garçon que Thomas Farbury a sorti de l'inondation, c'était le propre père de sa grâce. L'homme qui a enterré la concession était l'homme dont la vie avait été payée par la concession. Cécilie s'assit lentement. Il ne pouvait pas le supporter, dit Dunmore. J'ai servi cette famille, garçon et homme, pendant 40 ans, et je ne l'ai jamais vu comme je l'ai vu alors. Sa propre vie était due à un Farbury 2 fois, car la vie de son père était la raison pour laquelle il y avait un duc pour le engendrer, et son père avait remercié la dette en l'enterrant et en pourchassant les héritiers de l'homme comme des locataires sur leur propre terrain. Il m'a dit, je ne l'oublierai pas. Il a dit, Dunmore, je ne peux pas aller les voir en tant que duc. Si je viens avec le manteau, ils s'inclineront et prendront ce que je donne parce qu'ils le doivent. Et je ne saurai jamais si j'ai réparé les choses ou si je les ai seulement achetées. Je dois y aller comme un rien. Je dois y aller comme la chose la plus pauvre qui vient à leur porte et voir comment ils traitent la chose la plus pauvre. C'est la vraie mesure d'une maison.
Et s'ils sont, comme je le crains, froids comme tous les autres, alors je ferai mon devoir envers eux. Et rien de plus. Mais s'ils ne le sont pas, les yeux du vieil homme étaient humides. Il n'a pas fini, mademoiselle. Il a seulement mis le pire manteau de la maison, a fendu sa botte sur une pierre exprès, et est parti. Et il est venu à votre porte, et vous l'avez traité d'épouvantail, et l'avez nourri quand même. Et je pense que cela l'a complètement bouleversé. Cécilie fixa la table frottée, l'endroit où un homme en haillons avait mangé du pain, et l'avait remercié par son nom pour chaque chose, comme si elle avait préparé un festin. Il n'a jamais eu l'intention d'être découvert, dit Dunmore. Il avait l'intention de réparer les choses en secret, de rentrer chez lui, de vous laisser votre sécurité, et de ne jamais connaître son visage. Il me l'a dit. Mais ensuite, la veuve a agi. Il a dû choisir entre son déguisement et votre maison. Il a choisi votre maison, et a perdu le déguisement, et a perdu... Le vieil homme s'arrêta. Eh bien, il sait ce qu'il a perdu, mademoiselle. Il ne vous en veut pas. Il dit qu'une femme a le droit d'être en colère d'avoir été trompée, et que la colère est honnête, et qu'il ne voudrait pour rien au monde que vous fassiez semblant pour l'épargner. Il m'a seulement demandé, c'est tout l'objet de ma mission. Il m'a demandé de m'assurer que vous saviez que c'était une dette, et non un jeu, qu'il n'est pas venu à votre porte pour vous jauger et s'amuser. Il est venu parce que sa propre vie était due au courage de votre père. Il ne savait pas comment payer une telle dette, sauf en marchant jusqu'à votre porte sans rien dans les mains et en découvrant qui vous étiez. Dunmore tourna son chapeau une dernière fois. « C'est tout, je l'ai dit, je ne vous dérangerai plus. » Il s'inclina et se dirigea vers la porte. Dunmore. La voix de Cécilie l'arrêta. Elle s'agrippait au bord de la table. « Comment va-t-il » Le vieil homme la regarda un long moment. « Il garde le manteau, mademoiselle, dit-il. Le manteau en haillons avec lequel il est venu à votre porte, et la botte fendue à côté. Ils sont accrochés au dos de son propre fauteuil dans le grand bureau. Là où chaque homme de seigneur qui vient doit les voir. Il ne veut pas qu'on les déplace. Quand je lui demande pourquoi, il dit que c'est pour se souvenir de ce qu'il valait à une porte avant qu'une seule âme ne connaisse son nom. Il mit son chapeau. Il valait un souper et un coin sec, dit-il, et une réprimande par-dessus le marché. Et il dit que c'était le salaire le plus juste qu'on lui ait jamais payé. Bonne journée, mademoiselle Farbury. Vous tenez une bonne maison. Il avait raison sur ce point, même s'il avait tort sur le manteau. Les couvreurs arrivèrent la dernière semaine d'octobre. 240 ardoises, exactement comme il les avait comptées. Le fêtage fut refait. Le plafond du débarras fut décapé et réparé. Si bien que pour le premier hiver de la mémoire de Cécilie, aucune pièce de Pine Fern ne prendrait l'eau. Les hommes furent payés avec son propre argent, l'argent qui avait été retenu pendant 40 ans et rendu. Elle se tenait dans la cour et regardait les nouvelles ardoises grises monter, brillantes contre le ciel bas. Elle ne ressentit aucun triomphe. C'était la chose à laquelle elle ne s'était pas attendue. Elle avait la maison, elle avait le prêt, inscrit à son propre nom, librement, pour toujours. Elle avait la sécurité qu'elle avait voulue toute sa vie, la fin de la colonne qui ne tombait pas juste. Elle avait tout, et le fait de l'avoir était creux comme une cloche frappée. L'homme qui le lui avait mis entre les mains était à 8 miles de là, dans une grande maison froide, un manteau en haillons sur le dos de son fauteuil. Elle lui avait dit de ne pas venir à sa porte, et il lui avait obéi. L'obéissance était le silence le plus assourdissant qu'elle ait jamais entendu. Nell la trouva au bord du pré, un après-midi gris, à la borne où Cécilie avait pris l'habitude d'aller sans tout à fait admettre pourquoi. « Tu es encore fâché » observa l'enfant. « Je ne suis pas fâché. Tu es fâché de la manière silencieuse, la manière qui est pire. » Nell s'accroupit près de la pierre et mit son petit doigt dans la gravure de la petite croix, la marque du maçon, comme elle avait vu Colt le faire. « Il ne m'a jamais appris le mot, le long, pour l'orchidée. »« Non, » dit Cécilie. « Il ne l'a pas fait. Le fera-t-il un jour ?» Et Cécilie, qui ne mentait pas à l'enfant pas plus qu'Adélaïde, se trouva incapable de répondre. Le fait de ne pas répondre était en soi la réponse. Elle était fatiguée jusqu'à la moelle de ce genre de fierté qui confondait une porte fermée avec la sécurité. Elle se leva. Le vent venait du pré, froid et pur, et faisait bouger les têtes de graines mortes des orchidées autour du pied gris de la pierre. « Va chercher ton ardoise, dit-elle, et tes bonnes bottes, et dis à ta tante que j'ai pris la charrette, et que je serai de retour à la nuit tombée. Et si elle demande où, dis-lui que je suis parti payer une dette. »
Larchwood était aussi grandiose et gris qu'elle l'avait craint depuis son enfance. Il s'élevait au bout d'une longue avenue, tout en pierre froide et pâle, et en rangées de fenêtres. Une maison construite pour qu'une Farbery se sente de la taille d'une Farbery. Cecily conduisit la charrette sur le gravier, le menton haut, les mains fermes sur les rênes. Nell, silencieuse et les yeux ronds, à côté d'elle. À la grande porte, un laquais en livrée de Larchwood descendit les marches. Il regarda la charrette simple, la femme encore plus simple, l'enfant, et son visage commença à se fermer. « Sa grâce, dit le laquais, ne reçoit pas. Il me recevra. Madame, sa grâce a donné des ordres qu'il n'est chez lui pour personne ce... Dites-lui, dit Cecily, qu'il y a un épouvantail à sa porte. Elle soutint le regard de l'homme. Dites-lui ces mots, et aucun autre. S'il me renvoie après les avoir entendus, je partirai et ne dérangerai plus jamais cette maison. Mais vous le lui direz. Quelque chose dans son visage, ou dans l'étrangeté du message, poussa le laquais à y aller. Cecily attendit sur le gravier, le vent tirant sur son châle et son cœur battant comme un marteau. Et la main froide de Nell se glissa dans la sienne, et elle la serra. Il sortit lui-même, non par la grande porte, mais par une porte latérale, presque en courant, en manche de chemise, sans manteau du tout, tête nue. Il s'arrêta au coin de la terrasse quand il la vit, comme s'il n'en croyait pas ses propres yeux. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. Le duc de Larchwood en manche de chemise, et la femme qui l'avait traité d'épouvantail. À 8 miles de la porte où tout avait commencé. « Vous êtes venu, dit-il. Je suis venu payer une dette. » Sa voix n'était pas aussi stable qu'elle l'aurait voulu. « Vous aimez beaucoup ce mot « dette ». Vous l'avez utilisé pour me donner une maison, un prêt, 40 ans d'argent. Vous l'avez utilisé pour me tenir à distance tout le temps. Parce qu'une dette payée est une chose propre, n'est-ce pas? Une chose réglée. Une chose dont on peut s'éloigner avec ses comptes en ordre. Vous m'avez tout payé ce que vous deviez, Benedict. Et vous n'avez rien laissé entre nous, sauf le paiement, exprès, pour que je puisse tout prendre et ne rien vous devoir, et ne plus jamais avoir à voir votre visage. Elle releva le menton. C'était bien fait. C'était gentiment fait. Et je suis venu de 8 miles pour vous dire que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a une dette dans tout ça que vous n'avez pas payée et que vous ne pouvez pas payer en argent. Et c'est à moi de la recouvrer. Il descendit lentement de la terrasse. « Nommez-la, dit-il. Tout ce que j'ai, je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez. Vous me devez l'homme. » Sa voix se brisa et elle la laissa se briser. « Vous êtes venu à ma porte. Vous avez fendu mon bois. Vous avez lu l'acte de mon père. Vous avez parlé à mon enfant. Vous êtes passé sous la lame, Bénédicte. Sous chaque garde que j'ai jamais mise. Et puis vous vous êtes révélé être un duc et vous êtes parti à cheval. Et vous m'avez payé comme un commerçant. J'ai ma maison, mon prêt et ma sécurité. Et je n'en veux pas. Je veux dire, je les veux. Je ne suis pas idiote. Mais ils sont creux. Ils sont creux comme une cloche. Parce que l'homme qui je... Elle s'arrêta, recommença, plus stable. La dette que vous n'avez pas payée, c'est l'homme qui a mangé mon pain à la porte. Vous l'avez créé, vous me l'avez montré, puis vous l'avez repris et avez envoyé un avocat à sa place. Je suis venu dire que je ne serai pas payé en avocat. Je veux le fendeur de bois. Je veux celui qui m'a dit le vrai nombre d'ardoises. Lui, pas le manteau. Lui, Cecily. Il était très proche maintenant, et ses yeux gris n'étaient pas froids du tout. C'était la chose la moins froide qu'elle ait jamais vue. Il n'a jamais été un costume. C'est la chose que je n'ai pas pu vous faire croire, et que je n'ai pas osé essayer parce que je n'en avais pas le droit. Le manteau était le mensonge. Tout ce qu'il y avait en dessous était le plus vrai que j'ai jamais été de ma vie. Quand j'ai fendu votre bois, je n'étais pas un duc jouant au laboureur. J'étais un homme faisant la seule journée de travail honnête que personne ne m'avait jamais laissé faire. Quand j'ai lu l'acte de votre père, je n'étais pas gracieux d'en haut. J'étais à genoux dans mon propre cœur devant une maison que ma maison avait lésée. Sa voix baissa. Je ne vous ai pas payé pour me débarrasser de vous. Je vous ai payé tout ce que je pouvais, et j'ai tout arrangé pour que vous soyez libre de ne pas avoir besoin de moi, précisément parce que je n'osais pas venir à vous les mains pleines. Un homme ne peut pas courtiser une femme qu'il vient de sauver. Elle ne peut jamais savoir après si elle l'a choisie ou si elle a seulement attrapé la corde. Alors je vous ai donné la corde, tout entière, chaque brin, pour que vous soyez sur la terre ferme et libre. Et si jamais vous veniez à moi, ce ne pourrait être que parce que vous vouliez l'homme et non l'échelle pour sortir de l'eau. Il prit une inspiration qui trembla. Et vous avez conduit 8 miles pour vous tenir sur mon gravier,
et me dire que vous voulez le fendeur de bois. Savez-vous ce que c'est pour moi? Je vous ai donné votre liberté pour que votre oui, s'il venait un jour, vaille la peine d'être eu. Et vous voilà. Et votre oui vaut tout ce qu'un oui peut valoir dans ce monde. Je n'ai dit oui à rien, dit Cécilie d'une voix mal assurée. Vous n'avez pas eu l'esprit de me poser une question. Il rit une fois, et c'était à moitié un sanglot. Il prit une de ses mains libres dans les siennes, les mains du fendeur de bois. Et il se mit à genoux là, sur le gravier froid, en manche de chemise, devant le laquais, l'enfant, la longue maison grise. « Cécilie Farbery, dit-il, je n'ai pas de manteau, plus aucune intelligence, et rien à vous offrir que vous ne m'ayez déjà fait vous donner comme une dette. Alors je vais demander comme la chose la plus pauvre qui soit jamais venue à votre porte. Et vous pouvez me renvoyer si vous le souhaitez, car vous avez votre propriété, et ne voulez rien de moi. Voulez-vous m'épouser? Pas le duc. Je serai le duc, parce que je suis né pour ça, et qu'il n'y a rien à y faire. Mais ce n'est pas ce qui est à genoux ici. Voulez-vous épouser l'homme qui a fendu votre bois et compté vos ardoises, et qui aimerait beaucoup passer le reste de sa vie à votre table et non à votre porte? Le vent souffla sur le gravier. Nell avait les deux mains pressées sur sa bouche. Cécilie le regarda, la tête sombre inclinée et les yeux levés. Elle pensa à l'homme en haillons à sa porte dans le crépuscule bleu. Elle pensa à tous les murs qu'elle avait construits toute sa vie pour empêcher exactement cela d'être possible. Le fait d'être vue, d'être connue, d'être désirée pour la bonté, qui était la seule chose qu'elle possédait de plein droit. Elle avait construit les murs pour être en sécurité. Elle avait été en sécurité. Elle avait été en sécurité. Et seule. Et Adélaïde avait raison. Elle avait été en colère non pas qu'il ait menti, mais que lorsque le mensonge était tombé, elle n'avait pas voulu qu'il parte. Elle ne voulait pas qu'il parte. « Maintenant, levez-vous, dit-elle. Vous allez prendre froid, et alors j'aurai soigné un duc, et ma réputation ne s'en remettra jamais. » Mais sa main s'était retournée dans la sienne et s'y agrippait fermement. « Oui, oui, grand épouvantail. Levez-vous, oui. » Et puis, elle ne put plus rien dire du tout. Il était sur ses pieds et elle était contre lui, ses bras l'entourant. Pour la première fois de sa vie, Cécilie Farbery se tenait à l'intérieur de chaque garde qu'elle avait jamais mise. Et elle ne chercha pas une seule lame. Nell tira sur la manche de chemise du duc. Il se dégagea assez pour regarder l'enfant. Et son visage, humide, défait et totalement heureux, se recomposa avec sérieux pour elle. « Vous ne m'avez jamais appris le mot, » accusa Nell. Le long pour l'orchidée. Il s'accroupit pour que ses yeux soient au niveau des siens, là, sur le gravier de sa grande maison. Il le dit lentement, lettre par lettre, comme il l'avait promis. Le long nom latin de l'orchidée des marais qui poussait dru autour du pied gris de la borne. Et il la lui fit répéter 2 fois jusqu'à ce qu'elle l'ait en entier. « Voilà, dit-il. Maintenant, vous l'avez pour toujours. Personne ne peut reprendre un mot une fois qu'il est vraiment appris. Votre tante Cécilie m'a appris ça sur beaucoup de choses, à une porte de cuisine, avant que je sache qui j'étais. Ils se marièrent au printemps, dans la petite église au clocher tordu que Nell avait dessinée avec une porte trop grande. Et la porte ne fut pas trop grande pour ce jour-là. Cécilie ne devint pas la duchesse de Larchwood de la manière à laquelle le comté s'était préparé. Elle garda Pinefern, avec son propre nom sur l'acte de propriété. Elle garda ses livres, ses plantes, sa langue acérée. Un an, elle fut connue comme la seule personne dans 3 paroisses qui pouvait dire au duc de Larchwood une dure vérité en face et en être remerciée. Elle drena le coin bas du pré et en fit le plus beau jardin de plantes médicinales du comté. Elle apprit à Nell chaque plante qui s'y trouvait par son long nom véritable. Les carnets de croquis qui avaient été autrefois la chose inutile qu'elle faisait par amour devinrent avec le temps un livre imprimé. Il fut vendu et porta sa petite écriture régulière dans des maisons qu'elle ne verrait jamais. Le manteau en haillons fut décroché du dos du fauteuil dans le grand bureau. Elle ne voulait pas qu'il soit accroché là comme une relique, une jolie pénitence de duc pour que le monde l'admire. Tu n'as pas besoin d'un manteau sur une chaise pour te souvenir de ce que tu vaux à une porte, lui dit-elle. Tu m'as à moi. Je te le rappellerai quotidiennement, sans frais, et bien plus précisément qu'un manteau. Alors le manteau fut donné à un homme sur la route qui en avait besoin, un matin froid, à la porte de Larchwood. Il fut donné par un laquais sous des instructions strictes et permanentes. Aucune créature affamée ne devait plus jamais être renvoyée de cette porte, quelles que soient ses manières et quelles que soient ses bottes.
Et les soirs d'hiver à Pine Fern, les nouvelles ardoises tenaient les intempéries à l'écart. Le feu crépitait. Nell se penchait sur son ardoise, dessinant l'église tordue pour la 100e fois. Le duc de Larchwood, qui avait été autrefois la chose la plus pauvre à venir à cette porte, s'asseyait à la table de sa femme et non à sa porte. Il fendait le petit bois parce qu'il aimait ça. Il comptait à voix haute les petites bonnes choses de la maison, car il avait appris tard, comme on apprend toujours, que la vraie mesure d'une vie n'est pas le manteau qu'un homme porte à la porte. C'est l'accueil qu'il y trouve quand il y vient les mains vides. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveautés.